Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Hebdo Show. Tout de suite, c'est l'œil d'Alger. Et pour cette partie, nous avons le plaisir de recevoir avec nous autour de la table pour la première fois de cette saison, M. Saïd Ayachi, qu'on affectionne particulièrement. M. Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Merci pour votre invitation et mes salutations aux téléspectateurs de Hebdo Show. Écoutez, merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Ayachi. Avant de parler, mesdames et messieurs, du Sahara occidental et de ce projet de résolution proposé par les États-Unis concernant donc le Sahara occidental, retour tout d'abord sur la 27e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz. Mohamed Arkab, ministre des hydrocarbures et des mines, a rencontré ses homologues du Qatar, de l'Iran et du Sénégal pour évoquer des projets de partenariat stratégique. Faisal. Absolument, c'est le Forum des pays exportateurs du gaz. C'est un forum très important qui rassemble les grands producteurs de gaz exportateurs. Le forum s'est tenu pour sa 27e réunion ministérielle à Doha, qui est un grand producteur de gaz naturel, comme on le sait, du GNL, autant que l'Algérie. Et M. Mohamed Arkab, donc ministre des hydrocarbures et des mines, a évoqué lors de cette réunion cette énergie du futur, parce que M. Arkab souligne que le gaz naturel est une énergie de transition, certes, pour passer notamment à l'hydrogène vert, mais c'est également une énergie du futur qui est là pour assurer la sécurité énergétique mondiale, parce qu'il y a toujours d'inquiétudes à l'heure actuelle, au moment où il y a des guerres de haute intensité, comme le cas de l'Europe, des inquiétudes par rapport à la sécurité énergétique. Et là, l'Algérie, qui est considérée comme un partenaire fiable, notamment par son partenaire européen en matière de livraison de gaz naturel, l'Algérie figure parmi les 5 premiers pays qui fournissent du gaz naturel à l'Europe. Et là, M. Arkab a rappelé ça et a rappelé la nécessité de travailler en partenariat et en dialogue pour éviter un peu les pressions ou les tensions qui peuvent prévaloir dans le futur. Il a rappelé qu'il y a un institut, parce que l'Algérie abrite, vous le savez, l'Institut de recherche en gaz, qui est donc financé par le Forum des pays exportateurs du gaz, qui est un des plus importants instituts de recherche sur le gaz naturel dans le monde. Il a rappelé que l'Algérie continue de soutenir, l'État algérien soutient cet institut et insiste pour que ça devienne une référence. Une référence en matière de recherche, parce que la recherche en gaz naturel, elle est très importante. Il y a beaucoup d'enjeux liés à le gaz naturel, il y a beaucoup d'enjeux liés au transport du gaz, comme on le sait en Europe. Comme vous savez, il y a aussi un grand projet stratégique que l'Algérie développe avec son grand partenaire africain qui est le Nigeria, le gazoduc qui passe par le Niger et par l'Algérie, qui est en préparation actuellement. Donc il y a des enjeux géostratégiques très importants liés au gaz naturel, d'où ce forum de Doha, d'où ces déclarations de l'Algérie par rapport donc, au futur de cette énergie très importante. Badis, le domaine énergétique, c'est un petit peu votre domaine de prédilection. Et le gaz naturel n'est pas seulement une énergie de transition, mais c'est l'énergie du futur. Alors, non seulement l'énergie du futur, il s'avère que c'est une énergie propre. En tout cas, Mohamed Arkab a insisté là-dessus. Tout à fait. C'est une énergie considérée comme une énergie propre, donc c'est une énergie fondamentalement importante et centrale dans l'équation énergétique et notamment de la transition écologique. Donc vous voyez bien qu'en matière d'engagement écologique, l'Algérie détient une source d'énergie qui, encore une fois, respecte l'écologie, respecte le droit, en tout cas en matière de protection de l'environnement. Et ce qui fait d'elle aussi une espèce de chiffres importants, d'éléments centraux et stratégiques dans l'équation que j'ai qualifiée de gouvernance énergétique globale. Globale, mais également continentale. Et ça a été évoqué effectivement parmi les rencontres, le Nigeria, la Libye. Cela, c'est pour aussi donner une espèce de coopération africaine énergétique pour faire aussi de l'Afrique un hub énergétique avec les moyens, les capitaux, les ressources africaines pour un développement africain. Donc il y a aussi un signal fort, une symbolique stratégique de la diplomatie énergétique dans laquelle s'inscrit l'Algérie depuis des décennies, encore une fois, dans l'intérêt commun, pour défendre également les pays africains où parfois il y a cette espèce de dichotomie entre les ressources détenues fossiles, notamment d'hydrocarbures, et le taux de développement de leurs propres pays respectifs. Donc l'Algérie peut être effectivement cet acteur fiable, encore une fois, qui a su démontrer comment utiliser à bon escient une énergie, mais surtout aussi comment penser le futur collectivement. Donc en d'autres termes, l'Algérie s'impose aujourd'hui dans ce contexte marqué par de fortes tensions sur le marché de l'énergie.
Alors, non seulement elle s'impose par les faits, par des faits tangibles. Je rappelle que l'Algérie de tout temps a été un acteur fiable, même en période de crise, même en période de déstabilisation, même en période de Covid, je rappelle. Donc elle a su toujours maintenir sa diplomatie bienveillante, malgré parfois des vents à contre-courant de certains pays. Elle a su démontrer au monde entier qu'effectivement, elle peut être acteur, encore une fois, opérationnel, avec des éléments sans équivoque qui prouvent que l'Algérie va jouer un rôle et continue à jouer un rôle prépondérant, significatif et stratégique, encore une fois, dans cette équation ô combien dynamique qui est celle de l'énergie. Alors, le forum qui a été justement créé en 2001, qui regroupe 20 pays, dont 11 sont permanents dans l'Algérie, donc il représente 70% des exportations, du gaz, du GNL notamment. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Badi, c'est une énergie fiable, et en même temps, donc, la demande mondiale augmente et devient croissante parce que la transition énergétique fait que le recours à cette énergie devient de plus en plus exigeante, donc notamment pour les industries. Maintenant, il y a un défi auquel doit répondre le forum justement, c'est de faire face à cette demande croissante, à assurer, à augmenter sa production, parce qu'aujourd'hui, sa participation dans le marché mondial est de 23%, elle va passer à 26% d'ici 3-4 années, pour que d'ici 2050 plutôt, ça sera justement au-delà de 32% de l'apport fait par les pays du forum. Donc il y a un défi. Mais il y a un autre problème qui est imposé par l'Union européenne, c'est-à-dire ce sont les restrictions de l'Union européenne et qui ont été discutées justement au cours de ce forum, notamment les restrictions sur l'importation sur les métals, parce qu'il y a une nouvelle régulation qui est imposée par l'Union européenne et que les pays membres vont discuter. Ils ont créé un comité justement pour faire face à cette restriction imposée par l'Union européenne, parce que bien sûr, les pays de ce forum sont en train d'essayer de voir comment accéder davantage au marché européen à travers les nouvelles énergies. C'est vrai que l'Algérie aussi, en même temps, est en train de garantir à l'Espagne, par exemple, et à l'Italie, 85% de ses exportations, y compris pour la France, qui sont de 8%, et que la France veut aussi augmenter son apport énergétique gazier d'Algérie. Donc tout ça constitue un défi à la fois pour l'Algérie, qui est un monde important, qui est le 10e producteur au monde, et en même temps au sein du forum en imposant sa politique énergétique et justement téléguider ou guider ou conseiller ce forum aller de l'avant, notamment en matière de mix énergétique. Juste faire un peu de pédagogie, notamment, effectivement, c'est très juste ce que tu dis par rapport aux contraintes, aux restrictions européennes qui sont finalement en fait plus un levier d'action, de pression, entre parenthèses, il faut pas se leurrer, mais cela, je dirais, lié à ce qu'on appelle le torchage. Fameux torchage, en fait, où c'est quand on brûle effectivement l'excédent en méthane et qu'on le lâche dans l'air. Donc l'Union européenne considère qu'effectivement c'est une atteinte à l'écologie, alors qu'on oublie qu'effectivement c'est une source propre, encore une fois, une source qui répond à beaucoup de besoins, notamment y compris aujourd'hui pour tout ce qui est de fret maritime. Je rappelle que beaucoup notamment d'opérateurs de transport et de logistique sont en train de se conformer, de convertir leurs navires, notamment avec une combustion à GNL. Donc vous voyez bien qu'effectivement, oui, il y a un jeu pernicieux derrière, sur lequel effectivement je reviens sur l'Algérie, qui a été quand même un très bon élève en matière de développement de cette technologie, notamment pour pouvoir, pourquoi pas, récupérer ce gaz qui était destiné au torchage, donc à brûler et donc à perte, pour pouvoir le reconvertir à une énergie secondaire. Nous avons réduit le torchage d'1%, c'est très important. Oui. Très bien, messieurs. Alors, le Nigeria réaffirme son engagement en faveur du gazoduc transsaharien, un projet stratégique mené donc par l'Algérie pour acheminer le gaz nigérian vers l'Europe via le Niger. Mahdi, vous avez des infos sur la question. Le Nigeria, c'est un partenaire exceptionnel de l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures. Il y a eu des fake news qui ont dit comme quoi ça allait pas se faire, comme quoi ça allait être mis aux oubliettes, que ce projet allait être mis aux oubliettes. La preuve que non. Encore une fois, les fake news remplacent les réalités. Le Nigeria est le premier, si je ne me trompe pas, exportateur de pétrole africain et c'est un partenaire
emblématique de l'Algérie, un partenaire privilégié de l'Algérie. Lagos et Alger sont toujours sur la même longueur d'onde et même au niveau des pays producteurs de pétrole où ils continuent à toujours unir leurs voix par rapport à la production et à la vente de pétrole. Donc c'est encore un pied de nez à toutes les inepties qu'on peut lire à droite à gauche et qui sont fourvoyées par nos adversaires. Il y a une étude de faisabilité, Mahdi, qui a été relancée par l'Algérie, le Niger et le Nigeria pour ce gazoduc qui est très important parce qu'il va transporter 30 milliards de mètres cubes, absolument, sur plus de 4200 km. Étude de faisabilité financée à 200 millions de dollars en février 2025 pour reprendre le projet. Parce que comme disait Mahdi, on a pu circuler beaucoup de fake news, de nouvelles pour dire n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il y a un autre partenaire, un pays voisin comme le Maroc, qui rêve d'avoir un gazoduc qui passerait par ces territoires, alors que techniquement tous les experts sont d'accord. Il n'y a que l'Algérie qui a les possibilités de transporter ce gaz nigérian en partant de Wali dans le sud-est du Nigeria pour aboutir à Hassan avant de partir par les gazoducs vers l'Espagne et vers l'Italie. C'est un projet important. Une grande partie a été réalisée sur 1800 km de pipe ont été déjà réalisés sur une longueur de 4200. Non, c'est ce qu'il reste. Il reste 1800 km sur 4500 km. 4200 et il reste aussi dans le territoire nigérien. Il reste à peu près 30%. Absolument 30% qui va être achevé parce qu'il n'y a que la partie du Niger qui n'a pas encore été achevée. Et donc les trois États sont d'accord pour faire aboutir ce projet stratégique qui va aussi assurer la sécurité énergétique de l'Europe, parce que l'Europe table aussi sur ce gaz nigérian qui pourrait passer par ce gazoduc très important. Donc on peut dire que d'ici une année ou peut-être moins, il y aura le lancement réel de ce projet. Sur la fin de l'année 2026. 2026, donc c'est très bientôt. 2026. Donc c'est pour demain. Absolument, donc c'est pas une chimère, c'est pas une vue d'esprit, c'est réellement un projet stratégique qui consolide aussi le partenariat interafricain, parce que 3 pays africains sont impliqués dans ce projet. Alors on va redonner les chiffres que vous venez de donner, Faisal. Il ne reste que 1800 km de pipe de ce projet sur une longueur totale de 4200 km Mahdi. En tout, il reste 700 km de la partie algérienne, 100 km de la partie nigérienne et 1000 km qui devront traverser le sol nigérien. Pas 700. Parce qu'ils ont fait parvenir 300. Écoutez, alors ça a évolué, tant mieux. Alors on sera vraiment dans les temps. Tant mieux, pas dire ça. Non, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un projet au-delà du projet lui-même, effectivement, avec un apport énergétique. C'est aussi une diplomatie énergétique qui conjugue le leadership africain de l'Algérie et avec, bien évidemment, un pragmatisme économique. Pourquoi je parle de pragmatisme? Vous savez, quand vous prenez votre véhicule et vous intégrez une adresse dans votre GPS, vous allez choisir systématiquement l'itinéraire le plus court. Donc vous n'allez pas prendre le plus long, autrement vous avez un problème. Donc, vous voyez bien que le tracé aujourd'hui, c'est un tracé qui fait sens. Ouais. C'est un tracé en plus qui permet de contribuer à une espèce de distribution de cette énergie pour faire profiter certains pays. Et j'évoque par exemple le Niger comme ça. Le Niger qui va pouvoir aussi profiter de cette manne énergétique, tant pour la consommation que pour aussi le développement. Donc c'est un corridor énergétique, un corridor de développement intra-africain et qui est porté par l'Algérie, pays pivot énergétiquement. Donc vous voyez bien que c'est une diplomatie énergétique d'excellence et surtout aussi de bienveillance. Moi je te dis, Badis, ces projets de consortium africo-africain, j'adore ça. Pourquoi? C'est un pied de nez aussi aux anciens pays colonisateurs qui te disaient à l'époque l'Afrique ne pourra rien faire sans nous, l'Afrique a toujours besoin d'avoir un géant d'hydrocarbures européen ou américain pour se développer. Eh ben non, là on prouve qu'entre deux grands pays énergétiques comme le Nigeria et l'Algérie, avec la participation de plus de 30 pays d'après ce que j'ai pu entendre, eh ben c'est un projet africain pour faciliter justement la vente aux pays européens en l'occurrence. Et on rentre de l'argent chez nous et on fait ça entre nous. On rappelle qu'il devrait transporter environ 30 milliards de mètres cubes. C'est ça l'avenir de l'Afrique. C'est ça l'avenir de l'Europe. Les craintes qui circulaient justement. Exactement, la coopération sud-sud comme le dit si bien Ayashi. Était le nord du Nigeria, mais maintenant le gouvernement d'Abuja a réussi justement à approvisionner les populations du nord. Ouais. Parce que c'est là où était l'insécurité. Et en plus, donc, la partie algérienne qui a réussi à raccorder jusqu'à 300, maintenant il ne nous reste que 300 km, donc la partie nigérienne, du Niger qui manque, bien évidemment. Mais aussi, on a l'expérience en matière de sécurité des pipes, parce que c'est ça le plus important. Nous avons démontré durant la décennie noire que lorsque les pipes étaient sabotés, qu'on arrivait immédiatement
immédiatement à colmater les brèches et à les réparer. Donc cette expérience-là est importante. Elle rassure les partenaires et elle rassure les parties qui sont impliquées, notamment ceux qui vont recevoir, qui sont les Européens. Donc aujourd'hui, ce projet-là est viable, il va démarrer, et c'est pour ça quand on a entendu les Marocains essayer de faire autant avec l'appui des Émiratis qui ont dit nous allons mettre sur la table 54 milliards de dollars pour concrétiser ce projet-là. Tout le monde n'a pas ri sous cap simplement, mais il a dit que c'était une chimère du moment que faire traverser un pipe de Nigeria vers le Maroc pour arriver en Espagne à travers dizaines de pays, c'était de l'impossible, non seulement, au moins sur le plan technique, on veut être logique et on veut être, comment dirais-je, rationnel, c'était impossible du moment que d'autres pays qui avaient justement, qui ont déjà, comme le Cap Vert et tout, donc ont leur propre énergie, refuseront demain de se retrouver face à une réalité qui va tuer leur économie. Et le Maroc n'a aucune expertise en matière de gazoduc ou de construction énergétique, etc. Pardon, Badis, je rappelle seulement, Nouhad, que ce projet de gazoduc algéro-nigérien en passant par le Niger est soutenu par les banques africaines, la Banque africaine du développement, la Banque de la CEDEAO, la Chambre africaine de l'énergie, mais également le forum qu'on a évoqué tout à l'heure, le forum des pays exploitateurs de gaz. Donc ce projet est soutenu par la communauté financière et énergétique mondiale et africaine. Donc ça veut dire que c'est un projet viable et qui fait donc consensus en contradiction avec l'autre projet qui reste finalement, comme elle l'a bien dit, une chimère. Badis, je pense qu'il faut insister sur la coopération sud-sud de laquelle vient de parler M. Ariachi. On rappelle que ce TSGP vise à désenclaver des zones entières de la région sahélo-saharienne. Non, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est qu'un corridor énergétique, un corridor de développement. Donc encore une fois, on parlait du Niger au-delà de la sécurisation, la location sécuritaire, mais qui est pour moi résolvable. C'est aussi le fait de permettre à la population nigériane et d'autres pays à profiter justement de cette énergie et à profiter de ce qu'elle apporte comme économie subsidiaire notamment qui s'y attache. Maintenant, moi je reviens sur le Maroc effectivement. Au-delà du tracé qui est pour nous un tracé, pour le commun des mortels, le plus logique, le plus économe en matière de projet, Dieu seul sait que l'oil and gas, on est beaucoup dans ce qu'on appelle le cost killing, c'est-à-dire faire du saving là où on peut pour avoir des projets je dirais optimisé tant sur le coût que effectivement sur la viabilité économique sur du long terme. Mais au-delà du tracé, encore une fois, qui fait sens, celui de l'Algérie, qui passe par l'Algérie en tout cas, vous avez aussi cette différence fondamentale, et pour moi qui fait toute la différence entre l'Algérie et le Maroc par rapport à ce projet, c'est que l'Algérie porte ce projet pour une victoire collective, elle le porte pour une souveraineté énergétique africaine, pour un développement collectif également, ce que je disais tout à l'heure, cette redistribution de l'énergie et de cette économie qui est générée. En revanche, vous avez un Maroc qui, lui, veut porter ce projet. Pourquoi? Pour assouvir son ego, tout simplement. C'est tout. Et c'est pourquoi, en fait, jamais on arrivera au niveau de l'Algérie, en tout cas le Maroc, a du souci à se faire sur ce point. Faisal Metawi, je reviens vers vous. Vous évoquiez tout à l'heure le soutien important des institutions financières africaines. On a l'exemple de la Banque africaine de développement, de la Banque de la CEDEAO, en plus de la Chambre africaine de l'énergie et du GECF. Absolument, parce que ça prouve encore une fois que l'Algérie est un pays digne de confiance et que l'Algérie, avec son grand partenaire qui est le Nigeria, peut faire aboutir ce projet réellement. Parce que le tracé, comme l'a dit Badis, est direct et donc moins coûteux. Et sur le plan sécuritaire, l'Algérie et le Nigeria peuvent assurer la sécurité de ce projet important qui est soutenu par une partie des Européens. Parce qu'il y a une partie de certains pays européens qui soutiendraient le projet marocain en supposant qu'il sera réalisable alors qu'il faut traverser plusieurs territoires, dont des territoires qui ne sont pas sécurisés. Et donc, avec le temps, ça risque de coûter très très cher. Le fait que les banques africaines, la Banque africaine de développement est quand même une grande banque africaine, c'est la première sur le continent. L'African Bank, qui est la banque d'exportation et d'importation africaine, qui a organisé l'IATF en Algérie, c'est la foire interafricaine commerciale, c'était en septembre, a aussi donné l'exemple en matière de coopération interafricaine et en matière de coopération avec l'Algérie. L'Algérie qui a eu un déploiement économique, diplomatique vers l'Afrique, et ce soutien financier est très très important, parce que c'est vrai que c'est des projets qui coûtent de l'argent, parce qu'il faut creuser, il faut avoir des gazoducs, il faut sécuriser le matériel, il faut le suivre également, il y a une maintenance, etc. Mais là, c'est la communauté
communauté financière qui croit à ce projet, ça veut dire que ce projet finira par aboutir. On a parlé de la fin de l'année 2026 ou début 2027. Ce projet, une fois lancé, va rassurer la sécurité énergétique d'une grande partie des pays africains, dont le Niger et le Nigeria, mais également les pays européens qui cherchent à diversifier leurs partenaires après la guerre en Ukraine, qui a fait que la Russie n'est plus devenue le principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe. Monsieur Saïd Ayachi, justement, je me tourne vers vous. Il y a l'exploitation illégale des énergies vertes au Sahara occidental. On peut en parler, justement. Oui, mais vous me permettrez, avant de parler de l'énergie du Sahara occidental, de dire qu'on ne va pas bouder notre fierté, de dire que d'abord l'Algérie appartient quasiment à un club de pays producteurs de gaz et ils ne sont pas légion. Et donc nous faisons partie d'une sélection que la nature a nantie d'un produit énergétique stratégique, d'une part. Et d'autre part, si on regarde une carte, on comprend facilement pourquoi le projet le plus viable et le plus rentable et le plus réalisable est celui qui traverse le Niger. Donc parrainé par l'Algérie. Et puis on remarque aussi, comme l'ont dit mes amis sur le plateau, que l'Algérie donc a fait preuve, et on lui le reconnaît très facilement, de son expertise dans beaucoup d'étapes dans ce truc-là. Je ne parle pas peut-être de l'exploitation qui se trouve au Niger, mais chez nous on sait le faire, mais on sait transporter, on sait sécuriser, on sait commercialiser, et Faisal vient de le dire avec justesse, les financiers savent où mettre leur argent, ils ne le mettent que dans des projets qui sont sûrs, et par conséquent, je crois il ne faut pas une démonstration mathématique pour savoir que le projet est plus que viable et qu'il ne peut donner que, j'allais dire, une prospérité partagée à tous les États africains. Et encore une fois, ça se passe entre Africains, il l'a dit tout à l'heure. Et donc, pour ce qui est de, bien sûr, nous en parlerons peut-être ici, de toute façon, une des raisons, j'allais dire, de la complexité du dossier sahraoui, c'est qu'il y a des richesses naturelles très importantes au Sahara occidental. Qui sont exploitées illégalement. Elle attise les convoitises de beaucoup de pays, on les citera aussi tout à l'heure. Ils sont condamnés par la justice internationale quant à l'exploitation de ces ressources naturelles qui appartiennent aux Sahraouis, mais malgré cela, il y a des projets, et j'en veux pour preuve que les derniers projets d'investissement français au Sahara occidental, à l'encontre du jugement énoncé par la Haute Cour de la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre 2024, et qui ne reconnaît, j'allais dire, la propriété qu'au peuple sahraoui, qui seul peut décider de l'exploitation et de la commercialisation de ces produits. Très bien. J'aimerais juste revenir, Nouad, sur un point, encore une fois, sur ce gazoduc. Je rappelle aussi que ce projet s'appuie sur déjà des infrastructures existantes côté algérien, qui ne reste que 1000 km finalement pour que le gaz coule à flot en Europe, encore une fois. Contrairement au Maroc, qui lui doit commencer de zéro. Vous imaginez, de zéro, avec une absence abyssale d'expertise en matière de connaissances. Ça coûtera 2 fois plus cher et ça demandera 10 fois plus de temps. Absolument. Donc vous voyez bien qu'effectivement, ça n'a pas de sens de parler d'une alternative alors que vous avez une solution viable, rentable, mais surtout aussi collective qui permettra une prospérité partagée. Très bien, alors je pense qu'on a tout dit sur le TSGP. On va passer à présent, messieurs, si vous le voulez bien, à une question de décolonisation, la question du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Comme vous le savez, les États-Unis ont présenté un projet de résolution concernant donc le Sahara occidental, dont la formulation modifie des éléments fondamentaux du cadre juridique historique de cette question, ce qui a fait couler beaucoup d'encre à quelques jours à peine avant la fin du mandat de la MINURSO, donc le 31 octobre. Saïd Ayachi, ce projet de résolution rompt ouvertement avec la doctrine de décolonisation appliquée depuis un demi-siècle. Vous étiez justement à New York, vous avez participé à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Et vous avez eu l'occasion justement de vous exprimer sur la question. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. D'abord, c'est très bien que vous évoquiez la 4e commission, puisqu'elle est, comme vous le savez, aussi dénommée commission de la décolonisation. Et si le dossier du Sahara occidental est inscrit parmi ces autres aux travaux de la 4e commission, c'est que c'est bien une question de décolonisation. Et j'allais dire, pour le Maroc et pour ses soutiens, c'est là le hic.
Et donc, s'il faut dire quelques mots sur les travaux de la 4e commission, évidemment, j'allais dire, dans la salle, nous étions des pétitionnaires, à peu près 60% pour le Sahara occidental, 40% pour le Maroc. Il ne vous échappe pas que nous avions, soutien de la cause sahraoui, une foule d'arguments qu'on pouvait, j'allais dire, exposer les uns et les autres, alors qu'en face, les Marocains n'avaient les pro-marocains n'avaient aucun argument à faire valoir de quelque nature que ce soit. Ce qui est important à dire, c'est que la 4e commission donc, a terminé à couronner ses travaux par une résolution qui recommande l'autodétermination pour le Sahara occidental, et c'était déjà un indice vis-à-vis des travaux du Conseil de sécurité. Donc déjà, il y a une commission spécialisée de l'Assemblée générale des Nations unies qui a conclu à la décolonisation du Sahara occidental par un référendum d'autodétermination. Quant au dossier lui-même, bien sûr, vous venez de le dire aussi, il connaît, à n'en pas douter, c'est une évidence de le dire, une étape cruciale dans son évolution, avec cette session du Conseil de sécurité donc à la fin du mois d'octobre. Nous savons qu'il y a, que M. de Mistura a fait un rapport à l'intention des membres du Conseil de sécurité, que le secrétaire général des Nations Unies a fait le sien également. Et par conséquent, je crois qu'il y a le chef de la MINURSO, bien entendu, qui a fait également un exposé sur les missions de la MINURSO, parce que, entre autres, la session elle-même est consacrée au renouvellement du mandat de la MINURSO. Et on arrivera tout à l'heure à dire un mot sur le sujet. On sait qu'il y a un projet porté par le Maroc à l'extérieur du Conseil de sécurité, mais soutenu par ses soutiens à l'intérieur du Conseil de sécurité, qui, d'une certaine façon, veut forcer le passage pour imposer la solution d'autonomie à l'encontre du droit international. C'est le plus grave dans cette affaire, lorsqu'on sait que ces soutiens dont je parle sont membres permanents du Conseil de sécurité. Lorsqu'on sait qu'être membre permanent du Conseil de sécurité, c'est avoir la charge, la mission de faire respecter, de défendre le droit international. Or, leur proposition va à l'encontre du droit international. Nous avons parlé des travaux de la 4e commission, mais il est facile aussi de dire que il y a pour le Maroc qui se soutient 2 problèmes majeurs. C'est que c'est un territoire enregistré sur les tablettes de l'ONU comme territoire non autonome. Ça, personne ne peut maintenant, j'allais dire, l'effacer. Et puis, il y a le droit international qui a été écrit dans le marbre, la résolution 1514, qui accorde au peuple colonisé le droit à l'autodétermination. Et donc, il va être très difficile pour le Maroc et ses soutiens d'imposer l'autonomie, encore que, bon prince, les Sahraouis ont dit que si l'autonomie vous paraît être une solution, qu'elle soit mise dans le référendum comme une option à choisir par le peuple sahraoui. Mais ce qui est certain, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut la consultation du peuple sahraoui et qu'on ne peut pas donner l'autonomie comme si c'était un cadeau qu'on fait à quelqu'un parce qu'on a envie de le faire. Très bien. Alors, cette question justement de décolonisation du Sahara occidental et ce projet de résolution proposé par les États-Unis, on va continuer à en parler, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on revient tout de suite.